Bonsoir et bienvenue à ce 20h. Le célèbre imam Dicko du Mali pointe la responsabilité de la gouvernance des dirigeants africains dans les errances migratoires de la jeunesse africaine. Mais il apprécie la gouvernance talon. Les échos de ces déclarations dans ce journal. Voyage dépaysement dans ce journal, nous vous emmenons dans le cocon de l'ancien royaume de Kétou, royaume puissant parmi les plus redoutables du Dahomey résistant. On a rendez-vous dans ce journal avec le développement durable. On fera un zoom sur un projet d'appropriation des mesures d'adaptation au changement climatique. On vous emmène dans nos terroirs. Bienvenue dans ce 20h. J'ai le plaisir de vous annoncer une invitée de marque, la ministre haïtienne de la Culture et de la Communication, Madame Émilie Prophète-Missé. Merci de nous faire l'honneur de partager avec nous votre expérience d'immersion dans le bouillon culturel du Bénin. Tout le plaisir sera pour moi. Merci vous de me êtes recevoir. En séjour au Bénin, invité d'honneur de la Biennale Ouida 2022 dédiée à la culture vaudon. Dédié à la culture vaudou et grand hommage à la République d'Haïti qui est fille du Bénin quelque part. Donc j'étais la marraine de cette édition 2022 de la Biennale de Ouida. D'ailleurs, vous êtes porteuse aussi à l'occasion d'une communication sur la culture de Ouida et ses rapports avec le monde. La culture d'Haïti et ses rapports... Voilà. Quel lapsus. La culture d'Haïti avec et ses rapports avec le monde. Beaucoup de rapports puisque nous sommes dans la Caraïbe. Avec le Bénin. Et évidemment, le Bénin, c'est le commencement. On en reparle dans un instant. Absolument. Juste le temps de suivre quelques sujets. On ouvre ce journal, je l'ai annoncé en titre, par 2 déclarations d'un leader charismatique sur le continent. Citation, la débandade de la jeunesse africaine à la recherche du mieux-être sur d'autres continents est imputable à la gouvernance dans nos pays. Verdict de l'imam Dicko du Mali. Message politique sans détour exprimé par le célèbre leader religieux malien invité à l'investiture du nouveau président de l'Union islamique du Bénin à Boïcon. L'imam Dicko en appelle à un supplément d'âme dans les responsabilités politiques en Afrique. On l'écoute au micro de Jérôme Mouba. Je vais dire tout simplement que nous avons aussi nos responsabilités dans la gouvernance de nos pays, dans cette jeunesse marginalisée, mise de côté. Et cette jeunesse tombera certainement soit aux profondeurs de la Méditerranée en cherchant à aller vers l'Europe ou dans les mains de vendeurs d'illusions. Parce que nous avons un problème de gouvernance aussi qu'on ne veut pas assumer. C'est ça le problème de nos pays. Cette jeunesse aujourd'hui est une jeunesse qui souvent ne sait pas à quel sens se vouer. C'est des réalités qui sont des réalités de nos pays. Nous devrons vraiment aujourd'hui faire face à cela. Ça ne peut pas se justifier que des milliers de jeunes gens ont comme cimetière la Méditerranée. Pour quelle raison? Avec toutes les ressources que nous avons en Afrique. Pour quelle raison? C'est les mêmes raisons qui fait qu'aujourd'hui, cette jeunesse qui erre ici et là sont récupérées par ce vendeur d'illusions. Donc, nos États ont des responsabilités dans la débandade de notre jeunesse. Nous devrons l'assumer aussi. Deuxième déclaration marquée et remarquée de l'imam Dicko à Boïcon, je cite, « Le Bénin doit faire cas d'école sur tout le continent africain ». Déclaration de l'imam Mahmoud Dicko du Mali, impressionné par la gouvernance du président Patrice Talon. Écoutons plutôt l'imam Dicko au micro de Jérôme Mouba. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il préserve vraiment cette ville et sa prospérité, que Dieu préserve aussi le Bénin. J'ai entendu des choses que j'ai beaucoup aimées. On nous a dit, et ça nous l'avons appris avant de venir ici, que le président béninois est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui parle peu, mais qui agit. Mais c'est de cela dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Allahu Akbar. Il faut que nos dirigeants écoutent beaucoup, qu'ils parlent peu, mais qu'ils agissent. Ça, nous l'avons constaté à travers la ville, à travers le tronçon que nous avons pris pour venir ici. Je pense que les choses sont en train de bouger.
et ça doit faire vraiment cas d'école pour les autres pays d'Afrique. Merci vraiment pour l'accueil. Merci pour tout ce qui a été fait. Et je vous remercie. Je remercie vraiment le peuple du Bénin. Je suis arrivé depuis hier, j'étais honoré par l'accueil fraternel, amical que j'ai eu, un accueil islamique, un accueil africain surtout. Et je suis très heureux. Déclaration de l'imam Diko, invité à l'investiture du nouveau président de l'Union islamique du Bénin. Direction Boyko, un retour sur l'événement. L'événement où a été installé le nouveau bureau exécutif de l'instance islamique. Une cérémonie ralliée par des dignitaires religieux venus de plusieurs pays de la sous-région. Dans les rangs des invités, une bonne escouade de leaders politiques du Bénin aussi. Témoin général Afouda Monsi Abouka, Olviga Messon. Cette cérémonie consacre l'installation du nouveau bureau de l'Union islamique du Bénin. Il est désormais présidé par cet homme, El Hadj Idrissou Boukari Lemanouf. Au rang des invités, plusieurs dignitaires religieux de toutes les confessions religieuses du Bénin, de la sous-région, mais aussi des leaders politiques. Nous voudrions vous féliciter et prier pour que votre mission soit accomplie dans la paix, que chacune et chacun, croyant, j'ose même dire, et non croyant, trouve en votre direction l'espérance nécessaire. Au niveau du DR, vous avez beaucoup de musulmans. Et d'ailleurs, le président du DR est un grand musulman, le président Blaise Diosone. Ici au Bénin, la cohésion est ce que nous avons de plus cher malgré les divergences religieuses. Et que disais-je, dans ce contexte de crainte un peu partout lié à la question du terrorisme et autres. L'Union islamique du Bénin entend jouer sa partition. Et c'est pourquoi elle a saisi l'occasion de cette cérémonie pour inviter les fêtières sœurs des pays voisins et d'éminents imams et islamologues de la sous-région. Autre temps fort de cet événement, ce discours poignant de la vice-présidente de la République. Un discours qui reflète le regard que porte le Bénin sur la religion musulmane. Quand vous allez chez un musulman, le premier mot, la première expression que vous sortez, c'est que la personne avec vous. Assalamu alaikum. Au Bénin, vous avez des Traoré, oui ou non? Vous avez des Cissé, vous avez des Nigérians, vous avez des Igbo, vous avez toutes les régions. Et chacun ici se sent chez lui. Donc le président de la République, c'est le plus grand des pacifistes du Bénin. Il n'a pas de doute sur votre pacifisme. Il n'a pas de doute sur le caractère tolérant de la religion musulmane. Cette cérémonie a aussi été marquée par la remise d'une distinction honorifique au nouveau président de l'UIB. On enchaîne avec cette satisfaction des pèlerins au Hajj 2022. Les témoignages affluent pour saluer une organisation réussie du voyage prise en main par le gouvernement. Des pèlerins de retour de la terre sainte de l'islam se confient à Sotiankwe. Une cérémonie est même organisée pour exprimer la reconnaissance au gouvernement. À la tête de l'initiative, l'imam El Hadj Shakirou Amoussou. Écho de cet enthousiasme post-Hajj 2022 à Sotiankwe, c'est par les bons soins de Marcel Arrossi et de Bernard Djobert. Nous avons choisi de manifester notre gratitude à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous cette année, qui nous a invités cette année à visiter sa maison. C'est-à-dire le Hajj a accompli le Hajj qui constitue le 5e pilier de l'islam. Le prophète Mohammed nous a dit
Qui ne remercie pas l'homme ne saura remercier Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une occasion pour nous encore pour remercier le chef de l'État pour son implication personnelle pour le Hajj 2022, pour son attachement à notre communauté. Vous n'êtes pas sans savoir que le Hajj 2022 a été une parfaite organisation, une totale réussite. Il incarne vraiment ce leadership, l'autorité. C'est la preuve que il est soucié du bien-être de tous les Béninois. Dans ce journal, je vous l'ai promis, nous vous emmenons dans nos terroirs au cœur de la commune de Kétou, dans le cocon de ce qui fut le berceau de l'ancien royaume de Kétou, puissant parmi les plus redoutables du Dahomey, Bénin d'alors. Que reste-t-il aujourd'hui de cette ancienne forteresse? Un village entouré de collines verdoyantes, hélas attaqué par l'érosion, constate notre reporter. Ilikimou, la cité historique qui se meurt, c'est une destination que nous offre William Tchoki. Un paysage idyllique, une vue imprenable de la localité d'Ilikimou. Nous sommes à quelques encablures d'Ilara, une localité frontalière au géant voisin de l'Est, le Nigeria. Il est pénible d'approcher l'agglomération en toute hâte. Les sentiers et ruelles qui y mènent descendent telles une échelle au fond d'une cave secrète. Le relief ici vous impose beaucoup de prudence, de savoir-faire pour des conducteurs des motos et véhicules. Ce que vous avez aujourd'hui fait suite à un certain aménagement. Un aménagement bien entendu inachevé, que vous observez. Mais avant, ce n'était pas aussi large, mais vous avez vu ce que l'érosion fait de cette voie. C'est un véritable calvaire, un chemin de croix pour les populations de ce village presque vierge, de par sa biodiversité luxuriante, ses collines herbeuses, un bouclier naturel pour Ilikimou. Ici, c'est pénible, mais là-bas, c'est encore plus pénible. À l'intérieur du village, c'est un environnement hostile et dangereux pour le déplacement. Des rigoles joncent les artères, très profondes par endroits. Elles sont creusées par l'érosion. Elles constituent des ouvrages d'assainissement naturel et des exutoires vers les rivières. Ilikimou, c'est aussi un village riche d'histoire, mais très peu connu du grand public. Ce village serait le berceau de l'ancien puissant royaume de Kétou. Ilikimou, c'est venu du nom Ilukeomu. Il y a Sa Majesté Okoui qui a fondé le royaume de Kétou, qui a laissé sa femme en état de grossesse presque à terme ici pour continuer l'aventure sur Kétou. Alors la femme étant presque à terme a accouché d'un enfant et la population s'est occupée de cet enfant-là. Et c'est grâce à cela que le roi, le monarque, étant content, a dit vraiment, il préfère donner à ce village-là Ilukeomu, qui avec le temps est devenu Ilikimou. Au palais royal d'Ilikimou, il existe encore des vestiges, témoins de ces moments glorieux. La maison-là, c'est là où ils ont enterré la mère du roi d'Ilikimou. Premier aspect, la mère du roi de Kétou. Deuxième aspect, et la mère du roi de Savé. C'est ici. Donc chaque année, Kétou doit se déplacer pour venir ici. Ainsi que le roi de Savé. Ilikimou, une cité riche d'histoire. Un site touristique bien vert, mais rongé par l'érosion hydrique. Madame la ministre haïtienne de la Culture et de la Communication, ce n'est pas encore le moment de vous recevoir, mais ces images ne vous laissent pas
indifférente. C'est toujours l'immersion culturelle qui se poursuit de Ouida jusque sur ce plateau. Absolument, et à vous entendre parler de cet ancien royaume et aussi les réactions et témoignages des habitants, je me disais en les écoutant, finalement c'est un pays chargé d'histoire qui mériterait d'être plus connu, plus diffusé. C'est comme des contes, ces royaumes, ces rois, c'est magnifique. Il y a peut-être un projet d'écriture, je rappelle au passage, vous êtes aussi écrivaine. On revient à vous, expérience d'une immersion, on en parle autrement dans un instant avec justement Emily Prophète-Milsé, ministre haïtienne de la culture et de la communication en séjour au Bénin, on le rappelle, invitée d'honneur et marraine de la Biennale des arts et culture de Ouida. Mais avant, retour avec ce reportage de Gilles Dansou et de Patrick Imavo qui ont ramené samedi dernier des images de la ministre haïtienne en plein ressourcement. Vous étiez, Madame la ministre, fière de venir célébrer dans son cocon originel un patrimoine immatériel qui a survécu aux outrages tragiques de l'histoire. Regardons. La Biennale des arts et culture de Ouida, un haut lieu de promotion de l'occulte endogène, le vaudou. Grande particularité, la présence de la ministre haïtienne de la culture et de la communication. Accueil, manifestations culturelles et cultuelles. Le tout rappelle les liens ancestraux entre les deux peuples, le Bénin et Haïti. Moi, j'apporte la voix d'Haïti, j'apporte l'âme d'Haïti dans cette belle fête où je reconnais chaque son de tambour, chaque parole, j'entends des mots en fond. Je ne peux pas traduire tout de suite, mais ça me parle du plus profond de moi-même. Et c'est une très belle fête, c'est un très bel espace où on voit que le vaudou, en dépit de tous les chocs qu'il a reçus, parce que le vaudou a reçu beaucoup de chocs dans l'histoire de l'humanité, et particulièrement en Haïti, où on a voulu effacer le vaudou reste néanmoins une religion de résistance. La mairie de Ouida s'en félicite. La terre de Ouida est la terre du vaudou, est consacrée comme le berceau mondial du vaudou. Et c'est tout naturellement donc que les divinités régulièrement de temps en temps demandent à tous ceux et celles qui croient à cette culture de se manifester, de se réjouir, mais également de faire des événements, de créer des événements pour célébrer un peu tout cela. Le vaudou est un et indivisible. Et c'est en cela que je passe par ici pour remercier les constitutionnalistes du Bénin pour avoir inscrit sans pouvoir dire le mot vaudou que le Bénin est indivisible. Le vaudou est indivisible. Le vaudou est universel. Le Bénin et Haïti ont une longue histoire de fraternité et d'amitié. Madame la ministre, nous sommes à vous. Parlez-nous un peu de votre immersion dans ce bouillon de culture offert par la Biennale Ouida 2022. Aussi vrai que Haïti et le Bénin sont deux peuples au destin croisé, mais en même temps nourris par un même substrat spirituel, culturel, le vaudou. Dans quel état d'esprit sortez-vous de ce bouillon de culture? Mais avec beaucoup d'étonnement, de l'étonnement d'abord parce que la ressemblance est extrêmement troublante entre le vaudou qui se pratique au Bénin, à Ouida en particulier, et celui qui se pratique en Haïti. Et voilà, je suis au Bénin dans le cadre de cette biennale et qui se déroule au mois d'août, à la mi-août, parce que l'histoire d'Haïti, l'histoire de la liberté haïtienne a débuté en fait formellement 14 août où il y a eu le congrès du Bois Caïman, une cérémonie vaudou pendant laquelle on a égorgé un porc et tout le monde a juré de vivre libre, de commencer la révolution. Et une semaine plus tard, c'était la révolte générale des esclaves qui a conduit au 1er janvier 1804 l'indépendance haïtienne. Donc l'histoire d'Haïti est fondamentalement liée au vaudou. Le vaudou est intimement lié à la liberté haïtienne, à la révolution haïtienne, qui est l'une des 3 grandes révolutions du monde et peut-être la plus importante, puisque c'est une révolution qui a été menée par des va-nu-pieds, par des personnes esclavisées qui ont vaincu la plus grande armée du monde à l'époque, qui était l'armée de Napoléon. Vous êtes une héritière de cette culture vaudou transatlantique.
Ministre de la Culture haïtienne, vous êtes quand même sur vos terres, en quelque sorte. Au-delà de la charge émotionnelle qu'on sent à vue d'œil, est-ce que derrière, il y a des projets pour, entre les deux rivages, le Bénin et Haïti, pour la postérité? J'y pense j'y pense depuis l'année dernière, la première fois que je suis venu au Bénin, puisque c'est ma deuxième visite au Bénin, les 2 fois invité par Laboratorio Art Contemporain. J'y pense, c'est compliqué avec les distances, avec les escales qu'il faut faire pour venir au Bénin, mais il y a un véritable travail de rencontre qu'il faut faire. Et les Haïtiens rêvent d'aller au Bénin et les Béninois rêvent d'aller en Haïti. Il faut que ces rêves se rencontrent, il faut que les pays se parlent, parce que c'est quand même extraordinaire que plus de 400 ans de séparation n'aient pas effacé cette mémoire. En Haïti, quand on est en Haïti, on apprend tout de suite, dès qu'on sait parler, qu'on est originaire du Bénin. Et le Bénin vit dans le cœur haïtien, l'histoire du Bénin est là, et le vaudou est ce qui nous rassemble, ce qui est plus prégnant dans les liens qui existent entre Haïti et le Bénin. Donc il y a des efforts à faire, il y a un dialogue à établir, mais vraiment entre Haïti et le Bénin, et chercher à savoir, à comprendre et à établir des liens qui ne méritent pas d'escale. Parce que le problème pour nous, c'est qu'il y a des escales soit en Europe, soit aux États-Unis qui nous demandent des visas. Il faudrait que les Haïtiens et les Béninois puissent se visiter sans faire d'escale. Pour vous laisser partir, une dernière question. Comment appréciez-vous l'état d'esprit patrimonial qui frémit au sein des communautés, tel que porté également par les gouvernants, qu'un parti pris carrément délibéré pour la réhabilitation des grands symboles du récit national? Il faut les réhabiliter parce que nous avons tous et toutes un peu trop lu dans la bibliothèque coloniale. Donc il faut vraiment voir notre histoire de manière décomplexée, nous parler et revenir avec ce patrimoine, parce que en fait c'est ce qui compte. Nous avons beaucoup lu dans la bibliothèque coloniale, mais nous avons tous toujours été dans la marge de ces anciens colonisateurs qui n'ont rien fait de concret pour nous. Donc il faut revenir à l'essentiel, aux fondamentaux et regarder vraiment avec des yeux de Béninois, d'Haïtiens, de Nigérians, nos histoires et les mettre en commun pour devenir les hommes que nous sommes et que les autres méritent de savoir que nous sommes, que la terre entière mérite de savoir que nous sommes. Madame Émilie Prophète-Milcé, ministre haïtienne de la Culture et de la Communication, bienvenue et bon séjour chez vous. Chez moi, au Bénin, avec grand plaisir. Merci, Osias. Merci à vous, Madame la ministre. Merci de rester avec nous pour la suite de cette édition très spirituelle à tout point de vue. Un mot d'ordre, Lève-toi Bénin, c'est le nom d'un programme de motivation par les outils de la foi. Un programme initié par le groupe Zoé Team Bénin. Lieu et date de ralliement du 18 au 20 août 2022 à Cotonou. Agenda de ce rendez-vous, des soirées de réveil et des séminaires sur le leadership. Toutes portées par une promesse, la foi qui rend possible l'impossible. Les invités d'honneur de l'événement ont été accueillis dans la soirée d'hier. On les écoute avec Ariane Da Silva. Raoul et Daniel Wafo au Bénin dans le cadre du programme Lève-toi Bénin. Dieu m'envoie avec un message, avec une parole pour son peuple. Permettre à chacun de vivre le plan qui a été préconçu par Dieu à son égard dans le couloir de son appel. Un rendez-vous de prière et d'échange pour louer et adorer Dieu. Jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, on aura des programmes de réveil. Ça va être des moments d'enseignement couplés par les moments d'impactation de prière. Vendredi matin, nous avons une extraordinaire réunion avec tous les leaders, dont nous parlons des leadership d'influence, que chaque personne fasse émerger le leader qui est en lui. Et samedi, on va terminer en matinée avec les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, comment est-ce qu'on peut partir d'une idée pour justement construire une richesse conséquente. Donc ça va être vraiment des moments extrêmement forts. Des moments au cours desquels les femmes béninoises pourront davantage expérimenter la gloire de Dieu. Je leur promets de vivre des moments exceptionnels, de vivre vraiment le ciel sur la terre
qu'elles se préparent parce qu'elles ne sont pas en marge. Dieu a des plans pour elles aussi et elles devront accomplir justement les plans que Dieu a pour elles dans le couloir spécifique de leur destinée. Alors qu'elles ne se fassent pas prier, qu'elles ne se fassent pas compter ce programme et qu'elles soient présentes avec une grande attente parce que Dieu va parler à leur cœur. C'est vraiment un privilège que de le vivre en live. Il faut faire un effort de se déplacer pour le vivre vraiment. Il ne faut surtout pas rater ces moments. Ça va être extrêmement puissant par la grâce de Dieu. Le programme Lève-toi Bénin va se tenir du 18 au 20 août 2022 à Cotonou. Offrons-nous à présent une plongée foraine. Montons sur les hauteurs des collines et visitons cette foire départementale agro-pastorale qui a accueilli un invité d'honneur, Gaston Kossi-Dossoui, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Deux forains d'un moment nous offrent la visite. Géna Lafouda Monsi-Aboka et Olviga Messan pour le reportage. Clap de fin pour la deuxième édition de la foire départementale agro-pastorale des collines Fodako. Après 4 jours d'exposition, l'heure est au bilan. La première fois, on avait des stands de l'entrée jusqu'à là. Deuxième fois agro-pastorale départementale, vous avez vu que nous avons doublé le nombre de stands. On peut distribuer des billets pour remercier des gens. Mais le mot merci, il est toujours plus fort que tous les autres actes. Le mot merci, il est toujours plus fort que l'argent. Alors, vous avez bien fait. Vous n'avez pas fini d'applaudir parce que ça va continuer. L'événement bénéficie du soutien du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous sommes ici, sous cette tente pour parler développement. Si nous travaillons sur les éléments de sécurité alimentaire au niveau de nos communautés, si nous travaillons pour que chaque acteur des chaînes de valeur gagne son prix dans ce qu'il fait, nous aurons vécu utile. La Fodako a ouvert ses portes du 11 au 14 août à Savalou. Cette cérémonie de clôture est aussi l'occasion de distinguer les meilleurs acteurs de l'édition 2022 de cette foire. Parlons à présent développement durable et penchons-nous sur le projet régional d'adaptation au changement climatique de la plus grande aire protégée de savane en Afrique de l'Ouest. Plusieurs techniciens et enseignants sont mobilisés depuis lundi dernier à Kandi sur l'intégration des mesures d'adaptation au changement climatique. Les enjeux avec Évariste Zomarou et Enoch Mpati. Au nombre de 45, ces participants proviennent des communes périphériques des parcs Pendjari et W. Ils prennent part à cette session de formation pour renforcer leurs capacités sur des mesures d'adaptation au changement climatique dans la gestion concertée du complexe W, Arli, Pendjari, WAP. De façon spécifique, il s'agit d'une part de renforcer la capacité des techniciens vulgarisateurs sur l'adaptation au changement climatique, la gestion durable des terres et la gestion des risques et catastrophes. D'autre part, il s'agit de former les enseignants sur les techniques d'animation des séances d'éducation environnementale, notamment sur les thèmes liés au changement climatique et à la gestion des risques et catastrophes au profit des écoliers. Se former, c'est une nécessité de vie. Donc c'est pour ça que quand on parle de formation, il faut prendre ça très au sérieux. Il faudrait veiller au retour sur investissement. Ce n'est pas ce que vous allez engranger ici, mais c'est l'impact que vous allez susciter, vous allez créer sur les publics cibles sur lesquels vous devez agir. Le projet Adapt WAP touche 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Il est substitué en 4 composantes. La première concerne l'intégration des mesures d'adaptation au changement climatique dans les outils de gestion de ce complexe, mais également dans les PDC, les plans de développement communaux. La deuxième, c'est la mise en place d'un système d'alerte multiple précoce, feu, inondation et sécheresse. La troisième, c'est des actions d'adaptation concrètes pour accroître la résilience des populations riveraines pour la gestion de ce complexe. Ces participants sont invités à former à leur tour des producteurs, des écoliers et élèves dans leurs communes respectives.
Le parti Bloc républicain fait une prise politique importante et tient à le faire savoir. Un nouveau militant en son sein, son nom, Jean Abalo. La cérémonie officielle de son adhésion au parti s'est déroulée samedi dernier dans la commune de Bantais sous les yeux de Génial Afouda Monsi Aboka et Dolviga Messon. Jean Abalo fait officiellement son entrée dans la famille politique du Bloc républicain. Un choix fait à deux seins pour les valeurs qu'incarne ce parti. Il y avait plusieurs chemins, certes, mais ce que nous désirons pour notre commune se retrouve dans le Bloc républicain. Voilà pourquoi nous avions fait un choix de responsabilité, un choix de valeur, et nous ne nous sommes pas trompés. Je voudrais demander aux militants et militantes, membres fondateurs, adhérents, anciens ou toute qualification de ce parti, d'accueillir à bras ouverts le baobab Dr Jean Abalo. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de tractations, mais il n'a pas cédé à la tentation. Il a eu l'honnêteté de dire oui, je viens au Bloc républicain. Aujourd'hui, le docteur Abalo est là. Il est là et son arrivée va faire rayonner plus le Bloc républicain au niveau de la commune de Bantais. Je voudrais demander humblement à toute la population de soutenir ce nouvel engagement du docteur Abalo, parce que cet engagement ouvrira encore et encore des voies et des opportunités pour le développement de Bantais. Jean Abalo s'engage ainsi à accompagner le Bloc républicain dans ses actions pour le rayonnement de la commune de Bantais. Autre activité partisane, dimanche dernier à Porto Novo, le parti Union progressiste a célébré en différé la journée internationale de la jeunesse. Un concert à l'occasion a permis de mettre en scène plusieurs jeunes talents de la ville aux trois noms. À l'initiative, Wabi Amadani, membre UP de Porto Novo et chargé de mission du maire de la ville. Voici les images, signées Brice Ngbo, Nathalie Doris Oolabi. À travers ce spectacle, Wabi Amadani, l'initiateur, veut montrer à la face du monde que la capitale du Bénin, Porto Novo, regorge de jeunes talents, pépinière d'un avenir artistique radieux. Nous avons des talents, nous avons de l'or qui sont là, qui sont cachés. Et c'est le moment de nous a dit non, on ne va pas laisser, il faut qu'on les montre au public. Pour les responsables de l'UP, cette initiative s'inscrit parfaitement dans la vision du parti, celle de promouvoir la jeunesse béninoise. Et c'est le moment pour cette jeunesse, surtout celle UP de la capitale, de prendre ses responsabilités en travaillant pour hisser davantage le parti au rang des plus grandes formations politiques du pays. C'est une démarche salutaire. Et désormais, dans Porto Novo, on ne parlera beaucoup plus que de l'Union progressiste. Notre souhait, c'est d'être dans tous les coins recoins de notre pays et plus particulièrement de notre ville capitale. Je tiens vraiment à vous remercier et vous dire d'être serein et de savoir que ce qui est en cours est important. Est important pour que notre parti occupe davantage l'échiquier politique national. Toujours pour marquer cette journée, les militants UP de la cité des Haïnovi ont eu droit à une communication sur les comportements sains à adopter, notamment pour éviter les grossesses précoces en milieu scolaire. Vous l'avez reconnu, le signal d'annonce du championnat national scolaire en cours. En voici les résultats pour la troisième journée. On commence par le handball.
Voici les résultats. Dans la catégorie dames, le CG Ouaké s'incline devant le CG 1 de Boycon, 1-16. Le CG Bembereke remporte la partie 14-7 contre le CG 1 de Kilibo. Résultat du football à présent, dans la catégorie des dames, le CG1 d'Azove perd la partie face au CG Vacon 0-4. Le CG de Grand Popo remporte le match 2-0 face au CG Ifani. Dans la catégorie des hommes, le CG Grand Popo remporte son match 2-1 contre le CG 2 d'Ikpinler et le CG 2 d'Azove perd devant le CG 1 d'Avancourt 1-3. Discipline basketball, catégorie masculine, c'est la seule catégorie dont on a les résultats. Le CG 1 de Parakou remporte la partie 32 à 28 contre le CG 1 de Dassa et le CG 1 de Djougou s'incline 29 à 41 contre le CG 2 d'Abomey. Ce sera tout pour les résultats du championnat, de la 3e journée du championnat national scolaire. C'est sur ces résultats que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes pour la livraison de ce journal. Bonsoir chez vous.